Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 45, la vengeance de Magnus Maximus. Les années 80 sont des années d'un calme relatif pour l'Empire romain, avec une paix fragile sur à peu près toutes les frontières. Sur le Danube, l'accord de 382 avec les Goths a mis un terme à 6 ans de massacres au prix d'une large autonomie pour les barbares au sein de l'Empire romain, ce qui n'est pas une petite concession de la part de Théodose. Dans la vallée du Rhin, les affrontements contre les Alamans semblent progressivement se calmer après les grandes attaques des 2 dernières décennies. Et à l'Est, l'empereur a enfin réussi, pour la énième fois consécutive, à signer une trêve avec les Sassanides en 384. Oui, je sais, moi aussi j'ai envie de dire, au moins jusqu'à la prochaine fois. Par contre, c'est plutôt sur le front intérieur que les tensions sont en train de monter, ce qui n'est pas sans conséquence sur le destin de nos maintenant fameux 4 fantastiques, comme nous allons le découvrir dans cet épisode. La rébellion de Magnus Maximus s'est terminée par une trêve autour de 383-384. Mais une trêve qui ne semble satisfaire à peu près personne. Valentinien II et sa mère ont réussi à préserver leur indépendance, repoussant de justesse l'assaut programmé de Magnus Maximus grâce à l'aide de Baoto. Mais leur hostilité ne faiblit pas contre l'usurpateur qui a tué le demi-frère Gratien et qui rêve encore de mettre la main sur l'Italie tout entière. Et les 2 autres empereurs seniors sont pour leur part juste trop occupés à stabiliser leur propre pouvoir dans leurs capitales respectives pour risquer une nouvelle guerre civile. En fait, la paix de 384 n'est pas le signe d'une bonne entente. C'est juste la meilleure option pour chacun, pour le moment. Et la situation n'est pas plus simple sur le plan religieux. Même si Théodose et Magnus Maximus sont 100% nicéens, le paganisme n'est pas tout à fait mort, ni les opinions divergentes au sein du christianisme, comme l'ont bien montré l'homéisme de Valentinien et de sa mère en Italie. Heureusement, les chefs francs ont su trouver leur place respective dans cet imbroglio politique et religieux de la fin du IVe siècle, restant tout proches du pouvoir, sans jamais y prétendre, et gardant leur distance avec les disputes religieuses qui ne leur attireraient que des problèmes. Baoto en est le parfait exemple à Milan ces années-là, devenant le solide soutien de Valentinien II et de sa mère, qu'il sert sans se mêler des controverses entre chrétiens qui agitent la ville. Un homme de pouvoir qui seconde fidèlement son empereur, ce qui justifie son élévation au consulat en 385. Car Baoto est un franc, d'accord, mais parfaitement intégré avec la haute société d'Italie, chrétienne ou païenne comme lui, et notamment la vieille noblesse, attachée aux vieux rites. Le franc garde aussi, même si cela semble bizarre, des relations cordiales avec saint Ambroise, pour ne donner qu'un seul exemple. D'ailleurs, fun fact pour les férus de théologie, c'est un jeune professeur de rhétorique qui l'assiste en fin 384 pour préparer son discours d'acceptation au consulat, une tâche qui clairement nécessite un homme plus lettré que l'officier supérieur franc. C'est un jeune aristocrate, bien éduqué, venant d'Afrique du Nord, et en train de se convertir au christianisme sous l'influence d'Ambroise justement, qui prend en charge l'écriture de ce discours d'importance pour éviter à Baoto de passer pour un rustre devant les huiles de l'Empire. Un homme connu sous le nom de Saint Augustin, l'un des plus grands penseurs du christianisme, dont les écrits continuent à être étudiés dans le monde occidental 17 siècles plus tard, et dont l'incroyable carrière a donc commencé à Milan, en tant que propagandiste au service de Baoto en 384. Autre exemple de la bonne intégration de Baoto dans la société romaine, notre homme s'est lié d'amitié avec
tout ce que l'Italie compte de noble, et notamment, assez intimement, avec un certain Promotus, grand aristocrate romain et futur consul de 388. Assez en tout cas pour que l'homme accepte après sa disparition de prendre soin de sa fille et de l'élever comme la sienne. La fille de Baoto, qui fera son petit bout de chemin, comme on va le voir là aussi. Et on parle même pas de mes robots, servant successivement tous les empereurs, de Julien jusqu'à Magnus Maximus, en passant par Gratien et Valentinien II. Le gars, méga adaptable. Il est souple de chez souple. Et au final, il reste un top dignitaire des régimes successifs pendant au moins 15 ans. Chapeau. Apparemment, tous ces hommes se moulent parfaitement dans une position ambivalente. Plus tout à fait barbares, mais pas tout à fait romains non plus, pour devenir des hommes qui comptent aux côtés des empereurs, militairement, politiquement ou économiquement. Faut juste qu'ils sachent respecter la règle d'or, à savoir rester à leur place. Viser la place de numéro 2, jamais celle de numéro 1. En se positionnant comme bras droit des empereurs, ces hommes peuvent aussi capter une partie du pouvoir impérial, mais sans le titre. Une part plus ou moins grosse, bien sûr, selon la poigne de l'empereur qu'ils servent. Et en acceptant de s'adapter aux coups du sort et autres retournements de situation qui pullulent au sommet de l'Empire pendant ce IVe siècle. Une situation confortable donc, mais qui par nature ne peut durer éternellement. Après seulement quelques années, la tension se remet à monter entre les empereurs suite à la paix fragile de 384. Et s'il faut désigner un coupable officiel pour la reprise des hostilités, c'est sans doute notre Magnus Maximus, même si on peut soutenir que Théodose a tout fait pour le provoquer. En tout état de cause, l'empereur de Trêves comprend qu'on ne tolère sa présence que faute des moyens de l'abattre, mais que la reconnaissance qu'il a arrachée ne tient à pas grand-chose. Que ce soit pour bâtir son prestige personnel, comme pour garantir sa sécurité, s'emparer de l'Italie, dont la feinte orchestrée par Justine et Baoto l'en ont privé en 383, redevient un objectif prioritaire. Ce qui tombe bien, vu que l'opportunité se présente pour lui de prendre sa revanche dès 387, quand Justine commence vraiment à perdre pied en Italie contre les Nicéens avec sa dispute ouverte avec Ambroise. Un conflit qui abîme sérieusement le pouvoir de l'empereur son fils. Pour Magnus, il est grand temps de ramener l'orthodoxie religieuse en Italie. Et tant qu'à faire, sous son autorité. Et comme Magnus Maximus est 100% nicéen, la justification est facilement trouvée. Mais vous êtes d'accord, ça sent l'excuse commode. Il ne l'a pas découvert 4 ans après la guerre contre Gratien, que son petit frère et sa belle-mère étaient des bons ariens, non? Bon, ok, je sais, cette blague ne vole pas très haut. En tout cas, j'ai bien l'impression que c'est un bon prétexte pour Magnus Maximus de réaliser le plan qu'il avait dès le début de prendre tout l'Empire romain de l'Ouest, y compris l'Italie, et de se défendre contre la menace Théodose qui, tôt ou tard, va lui tomber sur le coin du nez. Il y a sans doute des arrière-pensées politiques chez nos 3 empereurs à ce stade dans cette situation qui tourne au vinaigre à partir de 387. Mais concrètement, les hostilités diplomatiques sont ouvertes par l'empereur de l'Ouest Magnus Maximus, qui, encouragé par l'affaire avec Ambroise, envoie de plus en plus de missiles par courrier à son homologue milanais, en dénonçant son christianisme non orthodoxe. Sans doute pas la meilleure manière de se faire des amis que de les accuser d'hérésie par lettre. Mais si vous voulez préparer tout le monde pour une guerre sainte, la stratégie a quelques mérites. Valentinien et sa mère comprennent bien que Magnus Maximus est en train de faire monter la température. Une stratégie de l'escalade qui ne laisse rien présager de bon et qui explique qu'une nouvelle fois, ils vont tenter la manœuvre diplomatique pour calmer le jeu. Mais Magnus Maximus est sur ses gardes cette fois. Lui qui n'a jamais digéré de s'être fait avoir avec les missions diplomatiques d'Ambroise et de Justine qui ont permis à Baoto de mettre l'Italie en ordre de bataille et de le priver d'un triomphe total en 383, notre homme se dit qu'on ne va pas lui faire le coup une deuxième fois. Et oui, c'était quoi déjà cette citation dans La Cité de la Peur avec les nuls? On peut tromper 1000 personnes une fois, mais on ne peut pas tromper... non, si on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes... Bon, enfin, vous voyez l'idée. Mais Magnus Maximus décide de se venger, en 387, mais avec style. Lorsque le nouvel ambassadeur de Justine et de Valentinien arrive à Trèves pour calmer les jeux, à l'automne 387, Magnus Maximus surprend son monde et le reçoit comme un prince. Honneur, cadeaux, promesses d'amitié,
rien n'est trop beau pour s'acheter les bonnes grâces de l'envoyé qui ne voit pas venir l'embrouille. Magnus, amical comme jamais, promet la paix à Valentinien, son soutien et même une petite armée de secours pour l'aider sur la haute vallée du Danube en Pannonie contre les attaques barbares qui se renouvellent une nouvelle fois sur ces terres. Et l'envoyé tombe dans le panneau, repart en direction de l'Est avec un petit contingent offert par le décidément fort sympathique Magnus Maximus, en longeant le Danube par la Bavière actuelle pour renforcer les troupes de Pannonie. Si l'anecdote est vraie, et après tout, pourquoi pas, c'est un plan carrément malin pour déplacer une armée sans éveiller de soupçons. Tu suis ainsi une troupe armée officielle que tout le monde attend de voir sur cette route de toute façon. Comme ça, personne ne s'affole ou ne prévient Valentinien qu'une armée est en train d'arriver par là, puisque c'est justement le plan officiel. C'est brillant pour se cacher au grand jour, cette feinte. Mais est-ce que ça marche ? Une belle feinte qui cache le véritable plan de Magnus, c'est-à-dire mettre toute son armée en branle discrètement à la suite de la petite avant-garde confiée à l'ambassadeur et le suivre en masse en direction de l'Est à quelque distance derrière. Magnus Maximus suit sa propre avant-garde, conduite innocemment par l'ambassadeur avec le gros de son armée. Et une fois les Alpes autrichiennes traversées, il fait faire un virage à 90 degrés à sa troupe et fonce plein sud vers l'Italie pour capturer Valentinien par surprise. Cette fois-ci, plus personne pour bloquer les cols des Alpes ou monter une défense crédible. C'est un boulevard qu'on a ouvert à Magnus qui ne laisse rien ni personne l'arrêter cette fois. Et où est le fidèle Baoto ? Difficile à dire. Probablement mourant ou déjà mort, puisque sa disparition sera un fait établi l'année suivante. Notre quatrième fantastique, chef militaire formidable pour Saint-Ambroise, général courageux, intelligent et incorruptible pour le chroniqueur Zosime, un homme loyal et prudent pour ses amis, le consul de 385, s'éteint au moment même où Valentinien perd pied en Italie. Est-ce une simple coïncidence ou la chute de Valentinien s'explique par la disparition de son meilleur stratège ? Impossible à dire. Mais quelle carrière extraordinaire pour ce franc d'empire, parvenu au sommet de la hiérarchie impériale et loué par l'empereur Théodose, sauveur de Valentinien et de Justine, ami des plus grands nobles à Rome et en bon rapport avec saint Ambroise comme le futur saint Augustin. En résumé, à une époque où le conflit religieux est à son sommet, Baoto a réussi à atteindre le dernier échelon du pouvoir et à se faire accepter et apprécier par les païens, les Nicéens et même les Ariens. Un sacré tour de force quand même. Mais Baoto meurt et laisse derrière lui l'homme qu'on pense être son fils, l'officier supérieur Arbocaste, général passé entre-temps apparemment au service de Théodose, et une fille, Eudoxie donc, dont on reparlera. Pour être franc, c'est un géant qui disparaît cette année-là, au moment de la déconfiture militaire de Valentinien, même si on ne peut pas formellement lier les deux événements. Mais bon, même en m'avançant un peu, je ferai l'hypothèse que Baoto devait probablement être sur son lit de mort, ou pas au mieux de sa forme, pour qu'on fasse une boulette pareille avec la défense de l'Italie. Si j'étais dans les sandales de Magnus Maximus, en quête de légitimité, mon plan ce serait justement de pousser malencontreusement Valentinien dans un escalier et d'épouser la maman, la veuve super-canon Justine, dans la cathédrale de Milan avec l'évêque Saint-Ambroise. Ça, c'est une idée qui aurait de la gueule. Mais le plan ne va pas se dérouler sans accroc. Ça ne marche que pour Hannibal. Et en effet, automne 387, le petit empereur d'Italie saute avec sa mère dans un bateau et les deux mettent les voiles vers l'est. Magnus ne va pas arriver à empêcher la fuite de Valentinien II et de sa maman, malheureusement. Inversement, le moins qu'on puisse dire, c'est que Théodose n'est pas super enchanté de recevoir son co-empereur pour autant. Pourquoi est-ce qu'il déploierait le tapis rouge, où il ferait une fleur particulière à cet adolescent qui lui provoque de facto un incident diplomatique avec Magnus Maximus, alors qu'il vient juste de se sortir de 6 ans de conflit à l'Est comme à l'Ouest, qui ont quasiment mis son empire à genoux. Et puis, ce n'est pas comme s'il avait jamais porté en haute estime de toute façon. Un empereur sans armée, sans autorité et sans qualité particulière, sinon son homéisme que Théodose ne peut plus voir en peinture. Le premier contact est donc glacial entre les deux empereurs. Théodose le reçoit d'ailleurs avec une lettre bien sèche, pour l'inviter à considérer son malheur comme une punition de Dieu pour son impiété. Ce qui n'est pas la façon la plus sympathique de recevoir un allié. Mais après tout, en 387, Théodose a toutes les cartes en main. Donc pourquoi s'embêterait-il avec des politesses ?
D'autant qu'au même moment, Magnus Maximus prend lui aussi la plume pour lui proposer un nouveau pacte entre Nicéens de bon goût, sur le dos de Valentinien bien sûr, en se partageant l'Empire en 2 morceaux, et pas plus. Alors on pourrait croire que cette fois, pour l'empereur d'Italie, tout est vraiment fichu, sans Baoto pour lui sauver la mise. Mais une nouvelle fois, c'est évidemment l'impératrice Justine qui va retourner la situation avec ruse. Enfin peut-être. En suivant les textes des historiens antiques, Justine va donc à nouveau feinter pour forcer la main à Théodose, histoire qu'il change d'avis envers son jeune collègue valentinien et s'engage dans la lutte contre l'usurpateur. Et pour ce faire, l'impératrice dégaine en 387 son arme secrète, à savoir sa fille, une certaine Gala, la sœur de Valentinien II, qui apparemment doit avoir à peu près 16 ans et est aussi fabuleusement belle que sa maman. Et la scène ultra classique suit, où la mère présente la jeune fille à l'empereur Théodose, qui, coup de chance, est à la fois veuf et instantanément fou amoureux. Et suit donc la conclusion attendue. Pour avoir la main de Gala, Théodose va promettre tout ce qu'elle veut à Justine, à commencer par la guerre contre l'affreux Magnus, pour venger l'infâme meurtre du gentil Gratien. Une belle histoire comme les aiment les Romains, et qui ne ferait pas tâche à Hollywood 2000 ans plus tard, et qui se conclut par un mariage, en 387, et une déclaration de guerre en bonne et due forme entre Théodose et Magnus, sous le motif de venger Gratien. Superbe scénario pour une série B, voire B, comme Péplum. Mais pour le coup de la jolie fille qui tourne la tête de cet empereur, d'habitude hyper réaliste et efficace, c'est gentil ton histoire, mais je n'y crois pas une seconde. Et puis, l'histoire de venger Gratien, ça sonnerait vaguement crédible si c'était juste après son assassinat, pas 4 ans plus tard. Disons que même si Gala devait être très belle en tenant de sa maman Justine, il est un peu douteux que ce soit le facteur principal de ce mariage. Alors oui, Théodose a bien épousé Gala fin 387, mais le plus probable, c'est que l'empereur sorti d'un peu nulle part 8 ans plus tôt épouse surtout la seule et unique descendante féminine des Constantiniens par sa mère et des Valentiniens par son père. Comme sa propre mère avant elle, épousée par Valentinien Ier 20 ans plus tôt, on sent bien le mariage arrangé pour solidifier la légitimité et éviter que quiconque puisse se poser en concurrent plus tard en épousant une telle femme et en tirant une descendance. Gala est le seul atout dans la manche de Justine, et elle le sort au bon moment pour sauver le trône de son fils qui est garanti par ce marchandage. Tant pis pour le romantisme, mais il y a des considérations plus importantes que l'amour dans cette histoire à Constantinople. Quant à la guerre contre Magnus, soyons francs, qui peut croire que Théodose voulait venger Gratien, tout à coup, 4 ans après sa mort? Disons surtout que Théodose n'a sûrement pas intérêt à laisser son rival absorber un territoire aussi colossal que l'Italie et l'Illyrie, et que s'il faut l'arrêter, c'est un peu maintenant ou jamais. Sinon l'ambition de l'ex-comesse de Bretagne n'aura plus de limite. Et avec son propre morceau d'empire en paix avec les Sassanides et les Goths pour le moment, Théodose se dit qu'il n'y aura pas de meilleure occasion pour terrasser son rival. Épouser Gala n'est que le moyen de cimenter toutes les forces anti-Magnus dans un seul camp, c'est-à-dire celui de Théodose, et de monter un bloc compact pour cette fois vaincre l'usurpateur qu'on a toléré jusque-là, faute d'être capable de l'abattre. Début 388, le clash général entre Est et Ouest va donc avoir lieu. Sauf que c'est sans doute Magnus qui a l'avantage, avec son armée bien entraînée de vétérans de Britannie et du Rhin, une énorme force composée des légions de l'Ouest et des contingents barbares, dont des Francs, qu'il a agrégés dans sa troupe d'invasion de l'Italie. Ce qui est sûr, c'est que face à lui, Théodose, qui a récupéré une armée d'Orient en miettes 10 ans plus tôt, qui s'est pris des rousses contre les Goths, n'est pas vraiment favori et n'a pas l'air très bien parti. Dès que Magnus Maximus comprend que Théodose va dénoncer leur paix, l'empereur de l'Ouest se décide pour faire ce qu'il a toujours réussi le mieux. Une guerre éclair pour frapper l'ennemi sur son propre terrain avant qu'il n'ait le temps de réagir. Dès le printemps 388, il envoie ses généraux et son armée de choc passer les Alpes juliennes et prend position en Illyrie, c'est-à-dire en Croatie moderne à peu près. Et c'est vrai qu'en face, Théodose n'a pas sur le papier les mêmes atouts, mais n'est pas sans ressources non plus. Il dispose déjà d'une meilleure flotte. Et puis, ses 2 généraux francs, Arbogast et Ricomère, ainsi que les autres généraux barbares d'Empire qui l'ont aidé depuis 10 ans contre les Goths. Et enfin,
il a les légions d'Orient quand même, qui ne sont peut-être pas aussi expérimentées que celles de l'Ouest, mais ont dû être bien reconstituées quand même depuis Andrinople. Et puis Théodose est un malin, et n'est sûrement pas du genre à se dégonfler devant Magnus, maintenant qu'il a décidé de lui régler son compte. Alors les sources sont maigres sur la guerre de 388, mais il semble que l'empereur de l'Est va jouer la carte de la confusion maximum pour paralyser son adversaire avant de le frapper. D'abord, en envoyant une expédition maritime au sud de l'Italie, pour immobiliser une partie des forces de Magnus en défense et les décourager d'avancer plus sans protéger leurs bases arrière. Et puis apparemment, en lançant une deuxième expédition pour remonter le Danube via l'Autriche, qui va ramasser des contingents germaniques en route et attaquer la Gaule en traversant le Rhin. Une expédition de diversion qui n'est évoquée que dans les textes, mais qu'on suppose commandée possiblement par Arbogast et Ricomère, qui reste son bras droit militaire, et qui fonce possiblement sur Trèves en ouvrant ce deuxième front. Et ces deux diversions vont marcher apparemment. En tout état de cause, après une première avance hors de l'Italie, l'armée de Magnus Maximus s'est positionnée en Croatie, près de la ville de Sisak, là même où s'était arrêté Magnence 40 ans plus tôt. Des hommes qui viennent non seulement renforcer numériquement l'armée romaine d'Orient, mais qui amènent avec eux de nouvelles tactiques comme les archers à cheval pour harceler l'armée ennemie. Et ça, mon gars, ça va faire fureur au 5e siècle. Une technique très difficile à maîtriser, sauf pour ces orientaux, semi-nomades des steppes, qui ont appris ça dès leur enfance et qui arrivent en Occident à partir du 4e siècle avec un vrai savoir-faire en la matière. Donc, bien joué stratégiquement Théodose. Très beau recrutement pour le Mercato 87-88. Et c'est là que, tranquillement campé sur la rivière locale, peut-être dans l'attente des décisions de son chef troublé par les diversions de Théodose, que l'armée de Magnus Maximus se laisse surprendre un jour d'été 388. Une grosse surprise en fait, car Théodose a non seulement remis sur pied ses légions après Andrinople, mais il a surtout conclu des accords avec un paquet de mercenaires, des contingents entiers de cavaliers goths bien sûr, mais aussi des Alains et même des Huns. L'armée composite de Théodose va surprendre une troupe trop statique de Magnus qui cope en Illyride depuis plusieurs semaines sans rien faire. L'armée de l'Est, ultra mobile et remplie de barbares, va réussir à surprendre sur la rivière Save, un autre affluent du Danube parallèle à Drava, là où Magnence s'est fait écraser par les cavaliers lourds de Constance II en 351. Les cavaliers orientaux traversent à gué la rivière et les contingents barbares à cheval tombent apparemment par surprise sur l'armée de Magnus. En quelques heures d'une bataille acharnée, malgré leur probable infériorité numérique, inaugurant l'arme fatale des prochaines décennies que seront les archers montés, va mettre à genoux l'armée d'Occident, qui déroute en fin de journée. Un deuxième engagement va suivre cette bataille de la Save, dans la foulée, avec les régiments reformés, conduits par le frère même de Magnus Maximus. Mais, même cause, mêmes effets. Apparemment, Théodose écrase définitivement son rival à l'été 88 militairement, et le pouvoir de Magnus s'effondre en quelques semaines. Et cette usurpation va finir comme 100% des usurpations manquées, c'est-à-dire mal. L'empereur de l'Ouest tentera de s'échapper, mais sera livré par ses sujets aux troupes victorieuses de Théodose dans la ville d'Aquilée, en Italie moderne, tout proche de la frontière slovène. Malgré ses supplications envers son ex-collègue pour avoir la vie sauve, Magnus Maximus sera paradé devant l'armée d'Orient, avant d'être décapité le 28 août 388. Et pour boucler correctement la boucle, le franc Arbogast vainc les dernières forces rebelles sur le Rhin et s'empare peu après de Trèves. Le 4e fantastique capture le fils né de l'empereur, un certain Victor, proclamé lui aussi auguste par son père avant son départ pour sa campagne ratée de 388. Et sans perdre de temps, Arbogast le fait étrangler, pour éradiquer une bonne fois pour toutes la menace dynastique de Magnus. À la fin 388, il n'y a plus qu'un seul maître de l'Empire, et il s'appelle Théodose, à qui tout le monde doit obéir, y compris son jeune beau-frère Valentinien II. Mais n'as-tu pas oublié quelqu'un dans ton histoire ? Alors, ok, le vieux Botoxé n'a pas survécu à son dernier lifting et est mort quelques mois plus tôt apparemment. Mais son fils Arbogast est bien en vie, lui, en train de prendre une place prépondérante auprès de Théodose. Richomer, qui vieillit, et dont on ne sait pas comment et où il a participé à cette campagne, mais qui reste, il semblerait, aussi du côté des gagnants. Mais qu'en est-il de Mérobo ? Que lui arrive-t-il exactement ? C'est quand même notre 4e fantastique,
qui a ouvert le bal de cette période de succès incroyable des Francs d'Empire. Lui aussi a disparu avec la fin sanglante de Magnus Maximus ? Alors oui, Mérobo ne va pas sortir vivant de l'usurpation de Magnus Maximus. Mais pas de la manière que vous pouvez l'imaginer. Car un seul texte mentionne sa fin. Un discours prononcé en l'honneur de Théodose, et il est pour le coup bien ambigu sur la date de sa mort. Mais pas sur son destin, car notre Franc d'Empire meurt bien violemment durant cette période troublée. Mais de la main même de son patron, Magnus lui-même. Et oui, désolé pour le coup de théâtre, mais c'est l'empereur de l'Ouest qui va forcer son ancien lieutenant à se suicider. Le texte est un peu confus, mais apparemment, Mérobo serait resté servir Magnus Maximus après la défaite de Gratien. Un temps en tout cas, avant d'être poussé à la mort entre la prise de pouvoir de 383 et le début de la campagne militaire contre Théodose en 388, possiblement juste après avoir été nommé brièvement une troisième fois consul par l'empereur au tout début de l'ultime guerre. La question reste cependant débattue par les historiens. Pourquoi Magnus Maximus aurait gardé cet homme puissant à ses côtés, à sa prise de pouvoir, pour s'en débarrasser finalement à la fin de son aventure, au moment même où il aurait eu besoin de ses meilleurs généraux pour sa dernière campagne militaire? Impossible à dire avec certitude, mais la meilleure théorie reste le caractère de Mérobo. L'homme qui, toute sa vie, avait fait le choix du pragmatisme et de la défense de la Gaule comme priorité, n'aurait pas supporté le retour de cette guerre civile démente lancée par son empereur. Et il aurait comploté contre lui au retour des hostilités contre Valentinien et Théodose. Une position cohérente à l'idée des pertes futures et de la déstabilisation réelle de la frontière dont on reparlera qu'allait amener cette campagne insensée de Magnus Maximus. Un manque de fidélité envers l'empereur de l'Ouest qu'on ne lui aurait pas pardonné et qui expliquerait son exécution au début 388. Un meurtre maquillé en suicide par pendaison qui ne trompe pas les contemporains, qui blâmeront Magnus et ses brutes pour la disparition du Front d'Empire le plus formidable des années 70. Est-ce que c'est ce crime qui a inspiré Arbogast pour faire disparaître par strangulation le propre fils de Magnus 9 mois plus tard, juste histoire de venger son ancien protecteur? Pourquoi pas? Ça serait d'une cruelle ironie, mais pas du tout surprenante chez Arbogast, qui va vite se révéler être non seulement un très bon général, mais un homme qui ne plaisante pas quand il s'agit des questions de pouvoir. Un petit trait de caractère dont on n'a pas fini de reparler. C'est une fin triste en tout cas, pour le tout premier des 4 fantastiques. Mais quel parcours exceptionnel de cet homme étonnant et méconnu de nos jours. Un militaire sorti des sables de Mésopotamie 25 ans plus tôt pour réussir l'une des plus grandes carrières civiles et militaires jamais accomplies par un barbare d'empire. Juste à côté du trône de Valentinien, puis de Gratien, puis de Magnus, avec 2 voire 3 consulats à son actif. Ce qui reste, quoi qu'il en soit, une performance époustouflante pour un homme sorti de quasiment nulle part. Mérobo, donc, prototype du Franc d'Empire à succès, capable d'utiliser son talent militaire et politique pour façonner la politique romaine. Mais discrètement. Un exemple qui va faire de nombreux petits dès les années suivant sa mort. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou de nous laisser un message et rendez-vous au prochain épisode.